Cette petite vidéo, le but est de regarder un peu quels sont les impacts de cette nouvelle version, ou du moins on va dire un refresh, de la norme NFC 1500 qui vient d'être publiée et communiquée, je crois que c'était au mois d'août de cette année, et qui deviendra obligatoire au mois d'août de l'année prochaine. La première chose à comprendre, c'est que toute installation domestique, c'est-à-dire pour du logement ou électrique, en tout cas tout ce qui est en dessous de la partie grandes intensités, donc globalement c'est le logement. Moi je parle du logement, je parle pas dans la partie bâtiment industriel, mais vraiment. Donc là on voit que ça s'applique. Donc cette norme NFC 1500 s'applique justement à tout ce qui est bâtiment en basse tension. Basse tension, c'est tout ce qui est égal, surtout plus petit, à 1000 volts, etc., etc. Donc en gros, pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont les bâtiments personnels, parce que c'est les bâtiments à usage d'habitation. C'est là où j'habite et c'est là où on est concerné par nos sujets de production solaire, en tout cas en tant que particulier. Donc, cette norme NFC 1500 est une norme électrique qui contient à peu près toutes les règles d'usage et les obligations surtout que tout un chacun et surtout les électriciens, mais aussi les particuliers, doivent respecter lorsqu'ils font une installation ou ils modifient une installation électrique dans leur logement. Donc il y a tout un tas de sujets par rapport à ça, et notamment les prix, les positionnements, etc., etc. Donc on a tout le détail qui est disponible sur Wikipédia, sur lequel on peut naviguer dedans. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que au mois d'août 2024, donc c'est il y a quelques semaines, a été publiée la mise à jour justement de cette norme. Et cette norme a été aussi mise à jour pour plein de raisons. La première chose, c'est que l'électrification globale de tous les logements et tous les systèmes électriques sont devenus maintenant une base, mais pas que pour l'utilisation de son téléphone, mais bien sûr pour les véhicules électriques, mais aussi pour les systèmes de chauffage. Donc les pompes à chaleur maintenant se sont généralisées totalement. C'est même d'ailleurs très certainement parmi les plus importants aujourd'hui, avec l'interdiction du gaz et du fioul. Mais aussi les véhicules électriques, donc tous les véhicules qui ont besoin d'une recharge, d'une borne de recharge, justement, se doivent aussi de se soumettre à cette règle de cette norme NFC 1500. Donc préalablement, dans la version précédente, qui datait de 2022, je crois, le refresh, les véhicules électriques étaient déjà là, mais pas aussi massivement qu'aujourd'hui. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées dans cette norme pour, bien sûr, prendre en charge un certain nombre de situations et faire en sorte que les installations soient plus cadrées, plus sécurisées, et pour tout un tas de raisons tout à fait justifiables qui sont principalement liées à la protection des personnes. Le but principal de ces normes, il faut bien se rappeler, c'est pour protéger les personnes. Donc les logements, on va dire les personnes qui y habitent, mais aussi les intervenants qui sont sur le réseau, mais aussi l'électricien qui vient travailler chez soi. Donc toutes les personnes qui peuvent être potentiellement au contact du système électrique, et donc du coup l'électricité est quelque chose de dangereux malgré tout, donc du coup se doivent d'être protégés dans le cadre de leurs activités, que ce soit vivre ou travailler, et donc du coup ces normes sont là pour ça. La première chose à comprendre avant de rentrer dans les débats justement sur ce qui a été modifié ou pas modifié, c'est de comprendre à quoi correspond une organisation de normalisation. Une normalisation est un regroupement de personnes qui sont plus ou moins à des degrés différents d'action autour de l'environnement sur lequel on veut normer, et qui vont se rassembler pour pouvoir définir des règles d'usage, des règles de bonne pratique, et que cette règle de bonne pratique devienne une obligation. Typiquement, les normes NFC 1500 sont une obligation pour les électriciens, et notamment si vous devez faire activer votre maison, par exemple vous avez fait construire une maison et vous voulez la raccorder au réseau, la norme NFC 1500 est contrôlée par les services du Consuel. Quand vous voulez faire une installation, mettre en place une installation électrique solaire par exemple, pareil, le Consuel est bien souvent obligatoire et de plus en plus obligatoire, c'est-à-dire l'examen et la revue du Consuel se doit d'être fait de manière à ce que ce soit installé dans les règles de l'art. On parle souvent de règles de l'art aussi, c'est un terme qui revient très souvent dans ce genre de situation. Mais pour définir ces règles, comme je viens de l'expliquer, on va parler de comité. Donc ce sont des regroupements de personnes. Donc là, typiquement sur ce site, qui est lié aux informations autour de l'AFNOR, puisque NFC 1500, NF, c'est norme française.
et la C15-100, 15-100, correspond justement à la dénomination autour de cette norme électrique. Donc, pour comprendre un peu, dans cette norme NFC 1500, on a un certain nombre de membres qui sont donc des personnes nommées, hein, on retrouve les noms des personnes, mais qui représentent leur organisme d'appartenance. C'est-à-dire, typiquement, là, on voit que dans le cadre des fournisseurs, on ne retrouve que des grands du secteur, donc des grands en France. Hager, Legrand, Schneider sont présents. Même Legrand, qui est le plus gros acteur français, se retrouve avec 2 places au comité. Sachant que ce nombre de places est aussi très souvent en relation avec la puissance politique que le groupe va avoir. C'est-à-dire que typiquement, dans certaines argumentations, certaines négociations, quand il va falloir trancher entre 2 idées, ce sera peut-être un qui sera mieux représenté, qui remportera la main, et donc du coup qui remportera soit d'aller dans son sens, soit d'établir quelque chose qui lui va bien. Mais on ne trouve pas bien sûr que les fournisseurs, on trouve les fournisseurs, on trouve les fabricants ou les prestataires étant des installateurs. Schneider on retrouve encore d'ailleurs, parce que forcément ils sont fabricants mais aussi fournisseurs. On retrouve aussi des installateurs électriques, donc Hager encore une fois est dedans, Legrand est dedans, mais aussi la SER qui correspond au syndicat des installateurs électriques, je crois, ou en tout cas c'est un syndicat de regroupement électrique. On retrouve aussi Sicabel, donc on a justement l'organisme représenté. C'est-à-dire que bien que travaillant dans une entreprise, donc typiquement Hager ou Legrand ou Schneider, ils font partie du même organisme de représenté, c'est-à-dire l'organisation, il faut chercher ce que c'est Guinness, mais c'est sans doute l'organisation des fabricants d'équipements électriques, ce genre de choses. Donc toutes ces personnes sont regroupées au sein de certaines organisations. Et finalement, en regardant bien, on se rend compte qu'on a des très grosses organisations, donc Jimelec, Ignes, SER, on a aussi Sicabel qui revient, etc., etc. Donc, tous ces organismes et ces organisations vont se regrouper afin de revoir ou de mettre à jour, de modifier certains aspects de ces normes ou de définir des normes quand c'est des normes qui n'existent pas. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et on a un grand ensemble de personnes. On retrouve aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc on avait les fournisseurs, les fabricants ou les prestataires étant les installateurs, les utilisateurs ou destinataires, donc ça va être destinataire et utilisateur, c'est typiquement EDF, Enedis, mais aussi les syndicats des fédérations des intégrateurs, donc c'est ceux qui installent. On a aussi une certaine représentation, typiquement les piscines des joyaux. Donc on retrouve des groupements, Orange aussi. Alors Orange est là pour typiquement représenter la partie connectivité, qui est aussi dans la norme NFC 1500, ce qui est la partie internet en fait, ou réseau électrique, mais réseau de communication. C'est le réseau de communication au sein des équipements, des logements. Donc on a aussi les consuels, les autorités réglementaires, le ministère du Travail, le ministère de l'Écologie, etc., etc. On retrouve les évaluateurs, qui sont les autorités de certification, donc Bureau Veritas c'est un très gros acteur en France, et on a aussi les supports techniques dans certains cas, le bureau, le CEA, le JEA, Promotelec, la Serre Dominique. Donc des personnes qui sont parfois peu connues, en tout cas du grand public, mais toutes ces personnes ont des droits de parole et ont des droits de décision pour établir les règles de cette norme NFC 1500. Donc dans cette norme, on retrouve tout un tas d'informations, justement, alors je reviendrai là-dessus juste après, on retrouve tout un tas d'informations par rapport à l'établissement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces normes, je vais y arriver, hop là. Ces normes sont publiées une fois que le comité a validé, que tout a été voté, etc. Ces normes sont publiées par les structures de gestion de normalisation, qui est l'AFNOR en France, et l'AFNOR va proposer au public, donc bien sûr professionnel, parce que ce tarif-là, tout le grand public va pas vraiment se récupérer les 600 pages du document, mais va proposer aux professionnels, bien sûr, ceux qui sont intéressés par cette norme, de pouvoir télécharger le fichier. Alors pour info, la version NFC 1510, qui correspond à celle des bâtiments, tu vois la partie 10, installation électrique basse tension pour les bâtiments d'habitation, c'est celle qui nous intéresse dans le contexte, elle fait à peu près 600 pages. Donc, le tout un chacun va se retrouver avec des informations concernant les systèmes de surtension, avec le nombre de prises par pièce, la hauteur des prises, donc tout un tas de sujets
qui sont plus ou moins intéressants, mais qui intéressent, enfin pour le grand public en tout cas, mais qui intéressent surtout les professionnels du métier, donc c'est-à-dire les installateurs, les revendeurs, mais surtout les installateurs dans le cas, parce que c'est ceux qui vont être soumis à la réglementation, ou auto-installateurs. Si vous êtes auto-installateur et que vous refaites typiquement une maison de A à Z, donc vous allez faire sauter le compteur, à ce titre-là, à partir du moment où vous avez fait sauter le compteur, vous devez refaire venir le consuel. Et donc, pour faire revenir le consuel, vous devez refaire passer, justement, vous devez respecter la norme NFC 1500. Donc, tout un chacun peut être concerné à divers niveaux. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie 10B qui correspond à l'installation électrique alimentée par une source d'énergie autonome de faible puissance, inférieure à 6 kVA, non raccordée au système de réseau public de distribution. Bref, ce sont des systèmes de production solaire principalement. Donc on retrouve tout un tas de sujets. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ce document n'est pas disponible, je ne vais simplement pas l'acheter pour simplement le montrer. Et puis, moi, je ne suis pas professionnel de ce métier, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais il existe une possibilité de voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, malheureusement, la navigation, elle est très, très limitée. Donc, du coup, on peut quand même voir comment se présente cette norme. On ne va pas rentrer là-dedans. Ce qu'il se passe, c'est que chaque grand fournisseur, je vous rappelle, les membres de ce groupement, ben on retrouve les trois gros acteurs électriques français, les trois gros producteurs d'équipements électriques, donc la Eiger, France et Schneider. Et donc ces trois producteurs proposent justement une version un peu consolidée de ces normes. Donc on retrouve par exemple sur Schneider la norme NFC 1500, télécharger le nouveau guide. Donc c'est un guide qui va permettre d'aller, pas survoler, mais sur les points un peu plus classiques, sans aller trop dans le détail, mais vous remontez les points les plus classiques sur cette mise à jour ou sur cette norme à respecter. Pareil, on retrouve la même chose, le guide chez Legrand, et on retrouve effectivement le même type de guide sur Eiger. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fabricant, donc qui sont membres de ce regroupement, va avoir du point de vue marketing ou du point de vue business, une orientation. Donc ça va se traduire dans ce document. Certains vont avoir une orientation qui est bien plus proche de l'équipement du domicile, donc c'est le cas d'Eiger. Donc on va retrouver toute la partie très proche du disjoncteur, très proche de tout ce qui est tableau électrique, etc., etc. Certains vont être plus proches pas du grand public, mais de la version générale, sans aller dans le détail de certains aspects, ou vont vouloir mettre en avant. Alors, on verra justement dans les documents, donc dans les trois documents, que certains sont carrément des publicités, quoi. C'est dans le document, au fil des pages, on a une pub pour chacun des composants. Donc, c'est un choix stratégique, et ce qui se comprend, ce sont des producteurs, ils sont là aussi pour vendre du matériel, et leur guide sur lequel ils ont passé du temps et leurs équipes ont travaillé, est aussi une manière pour eux de pouvoir en faire un certain marketing et de pouvoir mettre en avant certains composants. On verra justement sur Schneider, c'est particulièrement flagrant à un aspect. Quoi qu'il en soit, donc on peut aller sur ces sites et récupérer ces guides. Je vous encourage, suivant ce que vous voulez faire, à les regarder tous les trois. Ils sont jamais très très longs, hein. C'est pas les 600 pages de l'AFNOR, mais c'est quelque chose un peu plus agrégé. Par contre, certains sont très textuels, d'autres sont un peu plus schématiques. Suivant votre appréciation, vous préférez peut-être un ou l'autre de ces documents. Mais regardez tous les trois, c'est quand même plus pratique. Si on regarde donc ces trois documents, on va les commencer chacun. Donc, celui que j'ai le moins préféré pour mon cas, donc on est à la page 26. Bon, bien sûr, page 26. On voit que là, c'est extrêmement textuel. Donc là, c'est Eiger. Eiger, en fait, il parle un peu de tous les sujets que eux, et ce sont voilà les principaux changements. Donc eux ont été vraiment mettre en avant ce qu'ils considèrent comme étant les points les plus importants à leur niveau. Et effectivement, les parafoudres se sont généralisés beaucoup plus que par le passé. Ce qui est tout à fait logique. On est d'accord, du point de vue du particulier, tout un chacun peut constater que les périodes orageuses sont de plus en plus violentes et ne touchent plus que les montagnes comme c'est le passé, mais touchent un peu toutes les régions. Donc les parafoudres, c'est quand même mieux de les mettre un peu partout, même si on a toujours une notion de territorialité avec l'obligation, mais on voit que la recommandation est devenu maintenant quasiment pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que ça, vraiment, et moi je le recommande, j'en ai deux dans mes deux tableaux. Donc, enfin, j'en ai un dans chaque tableau. Mais c'est quelque chose qui est quand même devenu
obligatoire dans beaucoup de régions, maintenant fortement recommandé un peu partout. Certains nouveaux appareils ou nouveaux concepts apparaissent, donc les protecteurs d'arc, les types sécurité F, ou certains autres points. Les réseaux de communication sont maintenant beaucoup plus proches, beaucoup plus déployés, dans le sens où on a de plus en plus de câblages qui sont faits autour de ça dans les logements. Même si le Wi-Fi est un standard, malgré tout, en fait, on peut avoir besoin de câbler en communication filaire tout son logement pour avoir directement tout au niveau du tableau électrique. On a aussi, bien sûr, les infrastructures de recharge électrique. Ça, c'est devenu maintenant un très très gros morceau, et les électriciens en installent à tire-larigot, parce que simplement, une fois que vous avez acheté un véhicule électrique, si vous pouvez pas le charger, vous êtes quand même quelque peu embêté. Et pour ça, on peut pas faire n'importe quoi non plus, parce que c'est quand même des grosses tensions qu'ils y mettent, et c'est des grosses tensions à très longue durée. Donc il faut quand même faire très attention là-dessus. Donc voilà, ce document fait un certain nombre de pages, donc là on a à peu près 62 pages. Nous, la partie qui nous intéresse le plus correspond à justement la partie production. Donc on a bien sûr tout un tas d'informations sur chacune des pièces. Alors ils ont orienté ça avec la notion de pièce. C'est assez sympa, je trouve, pour un peu vulgariser, c'est-à-dire que vous êtes intéressé pour notamment la partie chambre et bureau, vous allez avoir ça, vous êtes couleur WC qui sont des points de passage. On a bien sûr les extérieurs qui sont un peu plus sensibles, la salle de bain, donc les pièces d'eau qui sont très particulières, et d'ailleurs on a un focus particulier sur la salle de bain avec les zones interdites et les zones autorisées ou tolérées, etc., etc. Donc ça c'est tout à fait intéressant, mais c'est, on va dire, de l'électricité, c'est de l'installation électrique assez classique en fait. On a un gros morceau qui correspond à la partie électrique, encore une fois. Je reviens, c'est le circuit spécialisé. Globalement, ce qui est dit, c'est que maintenant, tout l'équipement qui va pour une prise électrique, donc une recharge de voiture ou une prise électrique, doit être maintenant sur un circuit dédié et un circuit fortement protégé. Donc, précédemment, c'était pas clairement évoqué à ma connaissance. Maintenant, c'est clairement dedans, et effectivement, c'est quelque chose qui sera contrôlé lors des installations de manière à mettre une ligne dédiée pour chacune des prises de recharge ou si vous avez une borne. Alors, on a les prises renforcées, c'est ça, c'est ce type de produit là, et les bornes, c'est plutôt ce type de produit. Donc là, les bornes sont plutôt à haute tension, alors que les prises électriques vont aller jusqu'à 20 ampères. Ensuite, on a un petit rappel sur la partie éclairage, des rappels sur les prises de communication, donc les prises réseau, hein, c'est du RJ45 en général. Voilà, les sections, donc tout un détail sur les sections et les tailles à mettre, et puis ensuite toute la partie protection. Et on revient, cas particulier des générateurs d'énergie électrique utilisés comme source d'alimentation supplémentaire. Ça, c'est typiquement la production solaire. Donc là, il y a tout un petit laïus, mais on voit que le laïus, c'est un petit chapitre, quoi. C'est vraiment pas leur milieu. C'est pas quelque chose sur lequel ils veulent s'investir plus que ça. En tout cas, ils le mettent pas trop en avant. Donc, ils en parlent. Ça fait partie justement d'un des changements de la norme, mais ils y passent pas un gros chapitre. On voit qu'on passe très rapidement sur autre chose, en fait. Donc ça, c'est la partie EGA. Maintenant, si on passe sur le grand, pareil, on est dans la page 36. On a justement, pareil, un truc un peu plus schématique, c'est un peu plus visuel, mais on a justement toutes les différents sous-chapitres des normes en question. Je vous laisserai le plaisir de découvrir justement ce document si ça vous intéresse. Mais tout ce qui nous intéresse, nous, alors on revient sur les basiques, la mise à la terre, la protection résidentielle, donc on revient sur le parafoudre avec les zones obligatoires et les zones recommandées. Donc recommandées partout, obligatoires dans certaines régions. Donc du coup les recommandations par rapport à ça. Ça c'est typiquement, je crois, la partie en orange foncé, c'est justement la partie obligatoire, et la partie jaune c'est recommandé. Maintenant il n'y a plus on s'en bat les doigts, mais on n'a plus besoin de le faire. Maintenant c'est recommandé partout. Donc là, le sujet au moins est clos là-dessus. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la page 36. Pareil, je vous laisserai le plaisir de naviguer là-dedans et de retrouver toutes les pages. La partie 36, on va y arriver, 34, 35, 36, voilà. 36, efficacité énergétique. Donc là, en fait, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il faut, et on voit que là, on n'a pas grand-chose. C'est justement l'obligation ou ce qu'il faut pour la partie production solaire en même temps que le logement. Donc c'est pas pareil. Ce document n'a pas été très axé sur le sujet.
Je suis assez surpris à vrai dire. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de poids mis sur ce matériel, mais ils ont vraiment beaucoup plus été dans la partie de recharge et quasiment tous parlent des véhicules, des équipements de recharge, mais relativement peu évoquent le sujet de la production solaire. Le dernier, et donc du coup moi c'est celui qui a été un peu plus visuel. Donc d'ailleurs on revoit l'histoire, là il y a carrément une page complète sur justement la partie production, alimentation de voitures. Mais celui qui pour moi a été le plus précis dedans, même s'il est un peu perturbant pour ceux qui y sont équipés, c'est plutôt Schneider. Donc Schneider, on a 2 pages sur le sujet. Donc là, installation de production locale, c'est clairement ça, c'est du photovoltaïque, d'ailleurs il le rappelle, installation photovoltaïque, raccordée au réseau sans stockage, non raccordé avec stockage et installation raccordée avec stockage. Donc ça, typiquement, raccordé, c'est raccordé au fournisseur d'énergie. Donc typiquement, ça veut dire que si vous avez une installation raccordée sans stockage, donc un certain nombre de panneaux sans batterie, dans ce cas-là, vous êtes soumis à ce genre d'installation, à ce contexte-là. Si vous avez maintenant une batterie, vous êtes là. Et si vous avez maintenant un système complètement hors sol, enfin off-grid, donc c'est-à-dire hors réseau, dans ce cas-là, vous êtes justement non raccordé avec le stockage. D'ailleurs sans stockage, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, c'est avec stockage. Pourquoi est-ce qu'eux, ils en parlent plus? Et effectivement, ils font un peu plus de détails sur ce sujet-là. C'est qu'ils proposent un produit. Donc, on a le Resi9 Energy Center. Encore une fois, ce n'est pas une critique de ma part. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font mal ou bien. C'est juste un positionnement différent et on voit que eux veulent mettre en place ce produit. Et encore une fois, on voit bien le côté placement de produit. C'est-à-dire que le produit est rappelé dans le schéma, mais est rappelé juste en dessous avec un détail plus important pour justement dire qu'il y a un système de pilotage. À quoi ça correspond? Ça correspond simplement à la possibilité de mettre en amont du tableau électrique personnel, du tableau électrique du logement, en fait un boîtier qui va justement permettre de pouvoir faire une espèce de synchro ou une espèce de coupure pour ne pas avoir ce phénomène qui est rappelé ici. C'est-à-dire que quand on connecte les panneaux solaires à l'intérieur du tableau solaire, on peut avoir des phénomènes de surtension, c'est-à-dire certains risques. Encore une fois, certains risques, combien de fois ça s'est réellement présenté, c'est une discussion différente, mais il est vrai que dans certains cas, la production solaire, se mélangeant avec l'alimentation en énergie, peut créer des situations compliquées au niveau des appareils, principalement sur les interrupteurs différentiels. Les interrupteurs différentiels ne sont pas des disjoncteurs. Ce ne sont pas des appareils destinés à pouvoir contrôler les surconsommations. C'est-à-dire que si vous avez une surconsommation, ça ne sautera pas. C'est comme ça, c'est prévu comme ça. C'est pour gérer une fuite d'énergie, ce n'est pas pour une surtension, ce n'est pas un disjoncteur. Donc, quand vous avez directement vos appareils qui arrivent là-dessus, en fait, vous pouvez avoir un cumul d'énergie qui se fait, c'est-à-dire les 60 qui proviennent du fournisseur d'énergie, plus les 20 du tableau, enfin de la production solaire, peuvent faire une accumulation à 80 sur justement les différents équipements qui sont les équipements de production. Ce qui fait chauffer, en fait. Ce qui fait chauffer les appareils et qui peut les faire partir en situation compliquée. D'où le fait que dans le cas typiquement de Schneider, il propose ce type d'appareil, donc qui va avoir tendance à faire justement cette notion de pilotage en amont du tableau et de manière à protéger cet appareil pour que lui n'ait pas de surtension. C'est-à-dire que la surtension, elle est gérée dans ce contexte-là et il est fort possible que ça contienne simplement des disjoncteurs différentiels qui sont, eux, calés avec la puissance solaire, avec la puissance des différents appareils. Et d'ailleurs, on voit qu'ils mettent même carrément le gros consommateur d'énergie, qui est donc une prise, une borne de recharge d'énergie à l'intérieur. Donc voilà, et la pompe à chaleur, ça du milieu. Donc on a tous les gros équipements qui vont avoir tendance à produire ou à tirer. Pourquoi est-ce qu'on les sort? Il y a une raison, hein, c'est pas illogique en soi, mais il y a une raison pour laquelle on les sort. Ce sont des équipements qui tirent fort, beaucoup, c'est-à-dire fort avec des gros démarrages, fort dans la durée, c'est-à-dire que ça va durer sur une très grande intensité, donc avec une grosse puissance, c'est le cas de celui-là, hein. Une pompe à chaleur, quand ça tire pour chauffer la maison, ça tire fort. Un véhicule électrique, c'est configuré à 11 kg, enfin 11 kg, ou du moins à 7 kg, même à la version de base, pareil, c'est 7 kg pendant 10 heures. Donc du coup, autant dire que si vous avez mis ça sur certaines lignes non dédiées, etc., vous tirez très fort pendant très longtemps.
Donc, le fait de le sortir complètement, et surtout répéter, c'est-à-dire que c'est tous les jours la voiture électrique qui va se recharger. Donc, du coup, ce tirage-là, en fait, il est continu. Donc, les câbles sont soumis à les équipements électriques sont mis sous très grosse contrainte pendant de longues durées et de manière répétitive. C'est pas une plaque induction qui charge 15 minutes, le temps de faire cuire votre bol de soupe. Donc, du coup, en fait, ça explique pourquoi il est quand même pas illogique de le sortir complètement du tableau de manière à ne pas saturer les appareils ou de ne pas créer plus de risques. Donc voilà un peu la situation et comment est-ce que eux proposent ça. Petit détail supplémentaire, c'est ce contexte-là. Alors celui-là, il est très particulier. C'est le plug and play. Donc si je fais un zoom dessus, on va l'expliquer plus en détail. Le plug and play, c'est aujourd'hui des solutions qui se généralisent, clairement. Ce sont des solutions qu'on vend plug and play. Ça veut dire qu'on l'achète directement, on le sort du carton, on le branche à la prise électrique, et ensuite, ça se met à fonctionner et ça fournit de l'énergie. Le problème qu'on a avec ce genre d'appareil, c'est que malheureusement, on peut le brancher sur n'importe quelle source, n'importe quelle prise. Et c'est ce qui se fait très souvent. Donc, c'est-à-dire que là, typiquement, dans ce contexte-là, on imagine des prises extérieures, donc parce que c'est souvent à l'extérieur. On imagine des prises extérieures, donc on a un réseau de prises extérieures, mais ça, c'est la prise extérieure, c'est le cas de chez moi, par exemple. Ça, c'est la prise extérieure, là, j'ai une deuxième prise extérieure, et puis là, on est dans le salon, à l'intérieur, et puis là, on est dans le salon, à un autre endroit de la pièce. Et on se retrouve, par exemple, là, on respecte totalement la norme, puisqu'on a 6 prises électriques, qui sont connectées sur un disjoncteur qui est un calibre 20 ampères. Tout ça est très adapté, fonctionne très bien, et on voit que chaque appareil peut être amené à tirer. Donc là, on a 4 ampères, 2 ampères, 6 ampères, suivant les appareils, ça fait un total de 23, ce qui est tout à fait cohérent. Mais, en fait, en amont, c'est-à-dire que là, on est déjà plus que les 20 ampères de protection. Sauf que lui ne voit pas. C'est-à-dire que le disjoncteur ne voit pas le tirage du 23 ampères. Les câbles, eux, ne sont pas designés pour supporter ce genre d'intensité. C'est-à-dire qu'un câble de 2.5 ne doit pas dépasser les 20 ampères, justement. Donc là, on a une situation à risque. C'est-à-dire qu'on a tiré que 15 ampères sur, justement, cet appareil-là, donc sur le disjoncteur, sur le réseau, globalement, de la maison. Mais par contre, on a alimenté 8 ampères. Alors, je mets plein de guillemets là-dessus, parce que 8 ampères, ça fait déjà pas mal de panneaux. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation de base. On va calculer combien ça fait, mais une production, un panneau solaire de 400 watts. Donc, 8 fois 220, ça veut dire qu'on serait à 1700 watts. 1700 watts, c'est quand même divisé par 400, c'est à peu près 400, ça voudrait dire qu'on serait à 4 ou 5 panneaux connectés, jointés les uns aux autres. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le standard dans l'installation. Peut-être que certaines personnes l'ont fait, sans doute, mais quoi qu'il en soit, 4 panneaux solaires en plug and play, c'est quand même pas la majorité, quoi. La plupart font des installations avec un seul ou 2 panneaux. Quoi qu'il en soit, cette illustration est très intéressante parce qu'elle explique pourquoi ça, c'est totalement interdit désormais. Personnellement, j'aime bien la solution des plug and play. Je trouve ça intéressant. Il y a plein de contextes dans lesquels ça peut rentrer. Il y a plein de situations pour lesquelles ça peut être idéal, notamment quand on est locataire. Parce que bien sûr, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit de modifier votre installation électrique sans l'accord de votre propriétaire. Et donc du coup, l'installer même des panneaux dans le jardin raccordés, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé si votre propriétaire, le propriétaire de votre logement, n'est pas accordé, enfin n'accepte pas. Installer sur le toit, alors là vous oubliez complètement, ça peut être le propriétaire qui le pousse et qui propose, mais c'est pas vous qui pouvez décider de modifier la structure de votre toit dans votre logement que vous êtes en locatif, parce que simplement c'est pérenne. Donc le plug and play peut rentrer tout à fait en situation dans ce genre de contexte. Donc, on a des plug and play qui se mettent dans le jardin, sur le bord d'une piscine. Certains maintenant le proposent même sur un balcon. On a des solutions notamment qui se mettent sur les bords des balcons. C'est tout à fait intéressant. Mais c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que la prise sur laquelle ça se connecte doit rester du coup une prise autonome. C'est-à-dire que là, ça ne doit pas être une prise sur laquelle sont raccordés d'autres consommateurs. Ça devrait être une prise dédiée avec son disjoncteur. Et dans ce cas-là, en fait, on respecte la règle. C'est-à-dire que c'est le disjoncteur qui fait le calibrage, qui fait le filtre. Et on sait
qu'on ne va pas dépasser la puissance, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser la couverture du disjoncteur. Donc vraiment très attention à ça. Alors, bien sûr, cette recommandation-là, elle était déjà plus ou moins latente, c'est-à-dire qu'on recommandait déjà de plutôt brancher les prises sur des réseaux ou du moins des blocs de prises qui n'avaient pas d'usage. On recommandait même carrément de tirer une prise dédiée pour justement cette connexion extérieure, donc les connexions plug and play. Mais désormais, maintenant, ça fait partie de la norme. Donc ça, on va dire les déploiements un peu en mode à l'arrache des systèmes plug and play, c'est maintenant officiellement interdit. Ça fait partie des sujets de la norme, donc je vois, hein, c'est marqué là, franchement, des panneaux photo, c'est une prise de courant, n'est pas. Je vous laisserai lire. Donc du coup, en tout cas, ce n'est pas autorisé, ça a des risques d'échauffement des câbles, et donc du coup, ce n'est pas une chose qui se fait désormais. Ça a un impact, ce genre de choses. Alors, première chose à comprendre, c'est que je reviens sur ma petite structure AFNOR. Là-dedans, on retrouve pas les syndicats regroupant les différentes marques qui revendent des solutions en plug and play. Donc clairement, ils sont pas. Ils sont à travers peut-être un regroupement, un des regroupements qui doit être, je sais même pas lequel d'ailleurs, ça doit être la SAR, je pense, qui doivent être dedans. Mais c'est tout quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont quasiment pas le droit de parole. Donc pas le droit de parole, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une situation, voilà, comme celle-là, où, bah tiens, Enerplan et SER. Donc, on se retrouve dans une situation où, justement, les producteurs plug and play ne comprennent pas bien ou ne savent pas trop dans quelle situation ils se retrouvent par rapport à cette situation et ce changement de norme. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas autorisé? Est-ce que c'est, etc., etc. Parce qu'en plus, dans la norme en détail, quand on rentre en détail, elle se contredit. Donc du coup, même si là on a une petite illustration qui semble claire, c'est pas aussi clair que ça dans le document. Donc les producteurs, enfin les revendeurs de solutions justement plug and play, commencent justement à se poser des questions sur la situation et comment ça va se transformer pour l'avenir. Pour moi, en tout cas, je reviens là-dessus. Ma recommandation, c'est que si vous voulez rentrer dans du mode plug and play, mettez une ligne dédiée, quoi. Vous cassez pas la tête, au moins vous êtes tranquille, au moins c'est protégé, ça reste clair. C'est quelque chose qui sera du coup cadré, mais au moins vous risquez moins, quoi. Là où je suis plus dubitatif, c'est cette partie-là, en fait. Parce que justement, toutes les installations solaires jusqu'à maintenant, et Dieu sait qu'il y en a quand même eu beaucoup de déployés, ont toutes été montées dans ce format-là, c'est-à-dire qu'on avait toujours, d'ailleurs c'était même pas dans ce format-là, c'était carrément dans ce format avec un boîtier de dérivation ici, un tableau de dérivation ici, et ce tableau divisionnaire justement permettait d'être raccordé avec un disjoncteur sur le tableau général. Donc c'était comme ça en fait que ça se faisait par le passé. Maintenant la norme nouvelle ne recommande plus ça. Elle recommande de passer par ce tableau intermédiaire. Le problème, c'est qu'il n'y a que Schneider qui le propose. Comment ça se passe pour les autres? Si vous avez que du Legrand chez vous ou du Haiger, quelle solution vous pouvez mettre en face? C'est même pas très clair, quoi. Pour ma part, je suis plus ou moins dans cette situation-là, mais moi j'ai un tableau secondaire, donc j'ai une extension de tableau qui est ici sur le côté, dans lequel j'ai toute ma production solaire, y compris les véhicules électriques, donc ça ressemble un peu à ce qu'ils ont là, qui est dedans et qui est raccordé directement sur la ligne. Donc du coup j'ai le consommateur et le producteur qui se retrouvent sur la même ligne. D'ailleurs j'ai même mis la partie, on parle des pompes à chaleur très souvent, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une pompe à chaleur ou un spa se comporte un peu de la même façon. Donc moi, j'ai des spas, et du coup, les spas sont des très gros consommateurs d'énergie. Donc de mettre la partie production à côté de la ligne de consommation, c'est justement un peu ce qui est fait là-dedans, en fait. Donc du coup, moi, c'est un peu dans ce modèle-là. C'est pas du tout à travers le Resi 9 Energy Center, mais on va dire que ça y ressemble un peu plus. Voilà, donc j'ai essayé de prendre le temps, je ne sais pas si j'ai été totalement clair, j'espère en tout cas, mais vraiment faites attention à cette partie-là, ici, et regardez, demandez à votre prochain installateur, enfin si vous avez passé par un professionnel, demandez à votre installateur qu'il vous donne un design de la proposition d'installation, autrement vous risquez d'avoir des problèmes avec le consuel, parce que cette norme va être obligatoire l'année prochaine, mais en fait elle est rétroactive. Elle est rétroactive de la date de publication qui correspond à août 2024 et elle va être totalement obligatoire à partir d'août 2025. Il y a en fait un temps entre les deux, principalement pour les logements,
parce qu'en fait la norme elle est bien plus vaste que simplement ce sujet-là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce qui fait que les logements en font partie, et pour les logements, c'est pas un chantier qui dure 2 semaines, quoi. Monter un logement et monter l'installation électrique, ça peut prendre plusieurs mois. Donc les chantiers qui sont déjà en cours, ils sont dans une situation où ils peuvent respecter justement celle de 2020, celle d'avant août 2024. Par contre, tous les chantiers qui vont être posés maintenant, c'est-à-dire si vous faites un devis de travaux ou une déclaration de travaux, vous serez soumis à la norme version 2024. Donc du coup, c'est plutôt pour ça qu'on a cette année, une année de césure entre les deux, où on peut être amené à respecter la norme d'avant, et ensuite à partir de cette année, donc du mois d'août, en fait, vous devrez respecter la nouvelle version de la norme.